L'ingénu est un conte philosophique de Voltaire, écrit au XVIIIe siècle. Il évoque le personnage de l'ingénu qui est un Indien qui vient du Canada et qui découvre la société française. Lors de son séjour en France, il va connaître de nombreuses péripéties et notamment il va se retrouver en prison. C'est ce que nous voyons ici dans le chapitre 11. La lecture agrandit l'âme et un ami éclairé la console. Notre captif jouissait de ces deux avantages qu'il n'avait pas soupçonnés auparavant. Je serais tenté, dit-il, de croire aux métamorphoses, car j'étais changé de brute en homme. Il se forma une bibliothèque, choisit d'une partie de son argent dont on lui permettait de disposer. Son ami l'encouragea à mettre par écrit ses réflexions. Voici ce qu'il écrivit sur l'histoire ancienne. Je m'imagine que les nations ont été longtemps comme moi, qu'elles ne se sont instruites que fort tard, qu'elles n'ont été occupées pendant des siècles que du moment présent qui coulait, très peu du passé et jamais de l'avenir. J'ai parcouru 500 ou 600 lieues du Canada, je n'y ai pas trouvé un seul monument, personne n'y sait rien de ce qu'a fait son bisaïeul. Ne serait-ce pas là l'état naturel de l'homme ? L'espèce de ce continent-ci me paraît supérieure à celle de l'autre. Elle a augmenté son être depuis plusieurs siècles par les arts et par les connaissances. Est-ce parce qu'elle a de la barbe au menton et que Dieu a refusé la barbe aux Américains? Je ne le crois pas, car je vois que les Chinois n'ont presque point de barbe et qu'ils cultivent les arts depuis plus de 5000 années. En effet, s'ils ont plus de 4000 ans d'annales, il faut bien que la nation ait été rassemblée et florissante depuis plus de 50 siècles. Une chose me frappe surtout dans cette ancienne histoire de la Chine, c'est que presque tout y est vraisemblable et naturel. Je l'admire en ce qu'il n'y a rien de merveilleux. Ah, s'il nous faut des fables, que ces fables soient du moins l'emblème de la vérité. J'aime les fables des philosophes, je ris de celles des enfants, je hais celles des imposteurs. Nous allons étudier ce texte en nous demandant quelles sont les réflexions qu'émet le personnage de l'ingénu sur l'histoire. On peut remarquer que notre texte se compose de 3 parties. Le premier paragraphe de la lecture agrandit l'âme jusqu'à Histoire ancienne correspond à une sorte d'introduction. Puis nous avons la réflexion de l'ingénu sur l'histoire ancienne qui part de « je m'imagine » jusqu'à « il n'y a rien de merveilleux ». Et ensuite, dans un dernier paragraphe, nous avons une sorte de conclusion sur la littérature en général. Le texte commence par une constatation générale. La lecture agrandit l'âme et un ami éclairait la console. Nous voyons ici deux éléments qui sont favorables au personnage, à la fois la lecture et son amitié. Ces deux éléments viennent consoler le personnage qui se trouve en prison. Et cette formulation permet de mettre en parallèle les deux, la lecture et l'ami, à travers une écriture métaphorique, puisqu'ici la lecture agrandit l'âme, et c'est l'âme en elle-même donc, qui est agrandie et consolée. L'ingénu est en effet prisonnier, on parle de captif, et ce prisonnier va découvrir deux choses qu'il ne connaissait pas avant, des avantages qu'il n'avait pas soupçonnés auparavant, c'est-à-dire donc cette amitié et cette lecture. Et c'est ce qui va permettre au personnage de se transformer. De nouveau, il le dit de manière métaphorique, il explique qu'il croit aux métamorphoses et il explique également qu'il a été changé de brute en homme. On voit ici une forme d'hyperbole puisque à aucun moment le personnage du jeune Indien n'était une brute au sens propre du terme, mais ici il passe en fait de l'état naturel d'une certaine manière à l'état civilisé par la lecture. Voltaire insiste sur les nombreux livres que peut lire l'ingénu, la bibliothèque qu'il se choisit et dont on lui permettait de disposer. Donc son séjour en prison va lui permettre d'approfondir sa culture et on sait que cette question de culture est importante au siècle des Lumières. Et c'est également l'influence de son codétenu, son ami, qui lui permet de passer du stade de lecteur à celui d'écrivain. Son ami l'encouragea à mettre par écrit ses réflexions. Voici ce qu'il écrivit. Donc on voit bien la répétition du verbe écrire à ce moment-là. Et donc le texte va nous montrer les réflexions de l'ingénu et va nous montrer aussi que l'ingénu donc devient écrivain comme une sorte de philosophe des Lumières d'une certaine manière. Donc,
l'objet de la réflexion de l'ingénu, c'est l'histoire ancienne, c'est la thématique, c'est ce que nous dit la fin du premier paragraphe. Et donc on va se demander quel est le point de vue qui est développé sur cette histoire. Dans un premier temps, l'ingénu va venir comparer sa situation d'Indien qui se frotte à la civilisation européenne. Et il explique, il dit, je m'imagine que les nations ont été longtemps comme moi, donc là ici on voit la comparaison, qu'elles ne se sont instruites que fort tard, qu'elles n'ont jamais été occupées pendant des siècles que du moment présent qui coulait, très peu du passé et jamais de l'avenir. La description des nations se fait ici par l'accumulation, qu'elles ne se sont instruites, qu'elles n'ont été occupées pendant des siècles, renforcée également par l'allitération en que, qu'elles ne se sont instruites que fort tard, qu'elles n'ont été occupées que du moment qui coulait. Et ça met en évidence donc le fait que ces nations, au début de leur histoire, ont un rapport juste au temps présent, puis petit à petit, au fur et à mesure de l'évolution, elles vont s'intéresser de plus en plus à la chronologie et au passé. L'ingénu vient faire écho à ce qu'il connaît de sa culture originelle, c'est-à-dire le Canada. J'ai parcouru 500 ou 600 lieues du Canada, je n'y ai pas trouvé un seul monument. Et on voit ici qu'il part de son expérience personnelle. J'ai parcouru, je n'y ai pas trouvé. Et cette expérience personnelle, c'est celle d'une civilisation qui n'a pas d'histoire écrite et qui n'a pas de traces non plus de son histoire. Personne n'y sait rien de ce qu'a fait son bisaïeul, donc c'est-à-dire son ancêtre. L'Indien du Canada vit donc ici de manière proche de l'état naturel de l'homme. C'est ce qu'on voit aussi dans d'autres passages du texte. Cette question est d'ailleurs posée ici sous forme de question rhétorique. Ne serait-ce pas là l'état naturel de l'homme? Ensuite, l'ingénu va venir comparer ce qu'il connaît de l'Amérique et ce qu'il connaît d'autres sociétés, et notamment de la Chine ici. L'espèce de ce continent-ci me paraît supérieure à celle de l'autre. Et donc il vient comparer la Chine et les Indiens d'Amérique. Ce qu'il nous dit de la Chine, c'est ce qui compare, pardon, c'est le rapport à l'histoire de ces deux pays. Et il va le comparer à la fois de manière humoristique, puisqu'il va venir faire la référence à un détail assez inintéressant dans le fond, qui est la question de la barbe au menton. À qui on refuse cette barbe? Est-ce qu'on la refuse aux Chinois? Est-ce qu'on la refuse aux Américains? Là, ici, c'est une manière d'ironiser un petit peu sur la réflexion à l'histoire. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est, de manière plus sérieuse, c'est le rapport qu'ont les Chinois à l'histoire. Et la Chine est représentée ici comme un pays qui cultive les arts depuis plus de 5000 années, qui a 4000 ans d'annales, c'est-à-dire de textes historiques. Et donc c'est une nation qui a un rapport à l'histoire un peu détaillé depuis plus de 50 siècles. On voit l'importance ici des données historiques. Donc la Chine est un pays qui s'intéresse à son histoire, et les termes qui sont utilisés pour parler de la Chine sont mélioratifs. On le voit aussi dans la phrase qui suit. Une chose me frappe surtout dans cette ancienne histoire de la Chine, c'est que presque tout y est vraisemblable et naturel. Je l'admire en ce qu'il n'y a rien de merveilleux. Donc ici, l'ingénu vient opposer ce qui est merveilleux dans d'autres types d'histoires avec ce qui est vraisemblable et naturel du côté de la Chine. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de rationnel dans l'histoire chinoise telle qu'elle est présentée. À partir de cette réflexion sur l'histoire, l'ingénu vient ensuite ouvrir à l'ensemble des fables, et il nous explique: s'il nous faut des fables, que ces fables soient du moins l'emblème de la vérité. J'aime les fables des philosophes, je ris de celles des enfants et je hais celles des imposteurs. Il y a toute une répétition ici autour du mot fable. Il nous faut des fables, ces fables, j'aime les fables des philosophes. Il insiste sur ce qu'est pour lui une bonne fable, c'est-à-dire celle qui exprime la vérité, et accessoirement aussi celle qui va pouvoir divertir, à l'image de celle des enfants. En conclusion, ce texte nous montre donc le personnage de l'ingénu qui est devenu un homme éclairé, une sorte d'image du philosophe des Lumières, qui s'intéresse à l'histoire, qui montre à quel point l'histoire doit être quelque chose de rationnel, et qui explique aussi
ce que doit être la littérature, c'est-à-dire quelque chose qui peut être divertissant, mais qui surtout doit conduire à l'expression de la vérité.